Salut, c'est Trendy. Nous sommes le 30 septembre 2020. Alors aujourd'hui, on fait les chroniques de la résistance numéro 4. Ok. Et j'ai invité mon papa, Édouard Michaud. Là, il a à peu près 20 ans. C'est au moment où la guerre est déclarée. Lui prépare Polytechnique à l'époque à Paris. Ok. Les Allemands envahissent la France. D'abord, il est mobilisé pendant toute la drôle de guerre. Là, il est sous-lieutenant d'artillerie. Donc, il est sur le front. On est battu. Les Allemands, les nazis déferlent, envahissent la moitié de la France. De Gaulle part direct à Londres pour continuer la résistance, l'État français. Et sur Paris, l'armée française entre en résistance sur le territoire, direct. Mon père, il suit André Brozen-Favreau, qui est son général. André Brozen-Favreau, pardon. Son général. Qui donc rentre directement en résistance. Donc c'est l'armée française qui rentre en résistance. On croit que la résistance, ça vient de... Non, il y a une partie de l'armée qui était rentrée en résistance en allant en Angleterre, en allant en Afrique du Nord, ou dans nos colonies. Et il y en a qui sont en résistance sur le sol français, dont le général André Brozen-Favreau, dont mon père deviendra l'aide de camp. Il a 20 ans. Édouard, son petit frère, en a 18. Et tous les deux, ils sont des communicateurs pour le réseau. C'est-à-dire que la résistance, elle se met directement en place en France. Hein. Et donc c'est de 40 à novembre 42, où là, il se fait choper par la Gestapo avec son petit frère. Donc ils sont envoyés dans un camp et transférés à Buchenwald pendant l'été. Il fait une chaleur atroce, et 3/4 qui meurent pendant le voyage. C'est inhumain. Camp de concentration, nazi. Et lui, il est en tant que prisonnier politique. Hein, c'est un blond, c'est un arien, blond aux yeux bleus, qui parle allemand, parce qu'il était de Baccarat à l'origine. Alors à l'origine, c'est la Meurthe-et-Moselle. Et on parle allemand là-bas. Et français, puisque là, vous savez bien que la Lorraine a été occupée alternativement, française et allemande. Et donc là, c'est les Allemands qui envahissent la France, qui nous occupent. Mon père est dans la résistance, et en novembre 42, donc il se fait choper par la Gestapo, envoyé à Buchenwald. Il va rester 9 mois, et après il va être envoyé dans le fin fond de l'Allemagne, près de la Pologne, dans des mines de sel en Silésie, dans un camp de travail qui s'appelle Stassfurt, dont il y a eu quelques rescapés. Et mon père donc, est resté là-bas jusqu'en fin 45, à la libération très tard. C'est un des derniers camps à être... c'est un camp de travail dans des mines de sel, c'est terrifiant. Et finalement, quand d'un côté les Russes et de l'autre côté les Américains arrivent pour libérer le camp, qu'est-ce qu'ils font là, au lieu de partir dans la nature, les SS et les capos nazis, et laisser les prisonniers là? Non, ils les emmènent sur les routes, et ça a duré 40 jours. 40 jours à marcher sur ces routes de la mort où il y avait les moitiés du bataillon qui dès le premier jour s'est fait mettre une balle dans le fossé. Bref, papa ce soir-là s'est réfugié dans une grange. Il a réussi à se cacher très profond sous la paille pour que le lendemain matin, quand l'heure du réveil était arrivée, ils ont compté le nombre de résistants, il en manquait, il y en avait pas mal qui s'étaient échappés dans la nuit, il y en a qui s'étaient cachés dans la grange, qui se sont fait retrouver, et mon père était caché lui bien dans le fond, sous la paille, ce qui fait que même avec leurs pics et les chiens, ils n'ont pas trouvé, et puis du coup ils sont partis. Et mon père, en fait, il avait dit à son frère, à ses compagnons d'infortune, qu'il fallait qu'il s'échappe, il n'avait pas le choix, parce que sinon il allait mourir. Il l'avait senti, il faisait plus de 32 kilos, vous vous rendez compte?
quelqu'un qui faisait 1,77 m faisait 32 kg, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus que les os. Okay. C'était des cadavres en brûlant. C'est le cas de le dire. Donc c'est ça la résistance. Ça peut vous emmener loin. Donc en ces temps de souffrance, qu'est-ce que j'ai à dire moi? Bah les masques. Bah les masques. Nous on les offre. Les gens ils les portent s'ils ont envie. Il faut récupérer la souveraineté individuelle et collective. Hein, c'est-à-dire que c'est pas compliqué. On reprend contrôle de notre pays, la France, okay, et on abroge toutes les lois scélérates. Hein, si vous voulez lister, si vous voulez, ça va vite. Ça commence par la loi janvier 73 qui empêche la France de frapper monnaie. Donc on perd notre monnaie. Ok, 73. Donc on abroge ça, on retrouve notre monnaie. On édite, on veut du franc. Ça n'empêche pas d'avoir un euro, hein, qui continue d'être une monnaie. Voilà. Mais en France, on a le franc. Comme en Suisse, tu as le franc suisse. Au Danemark, tu as la couronne. En Angleterre, ils ont la livre sterling. C'est pour ça ils sont indépendants. Donc ça, c'est la première chose qu'on abroge. Ok? Pas compliqué. Il faut arriver avec des messages simples. Il y a des plans A plus B. Si tu veux arriver à délivrer le truc, tu reprends d'abord les choses en main. Ok? Donc tu reprends le pouvoir. Ok? Tu abroges toutes les lois scélérates. Après, tu as toutes les lois anti-liberticides. D'abord, c'est la liberté d'expression. Là aussi, il y a comme ça des lois qui font des jalons, qui sont comme des clous dans un cercueil. Hein. Donc on avait la loi de janvier 73, mais l'autre c'est sur la liberté d'expression et la liberté de penser. Et c'est la loi, ce qu'on appelle la loi Fabius-Guessou, hein, qui, au nom de la sacro-sainte mystification et glorification de la Sainte Shoah, hein, on n'a pas le droit de blasphémer dans ce pays à cause de ça. Donc c'est là aussi le clou dans le cercueil. On enlève cette loi, parce que même les juifs éclairés de l'époque disaient mais il ne faut absolument pas, ils étaient tous contre le fait qu'on crée une exception avec des sujets qu'on ne peut pas étudier. Je suis parti dans le noir.